Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que je commence tout de suite? Il est 11 heures pile. Je viens d'entendre que la session, l'enregistrement avait commencé. Parfait. Alors, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Mon nom est Laurence Guénette. Je suis de la Ligue des droits et libertés. Donc, bienvenue dans cette séance ce matin qui s'inscrit dans la programmation du Symposium international qui est organisé par la chaire l'UNESCO sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire, pardon. Donc, le titre du symposium, c'est Paix, culture et justice sociale. Il va y avoir plus que 50 sessions qui sont faites avec des intervenants plus que 150 intervenants d'une trentaine de pays, excusez-moi. Et c'est dans 4 langues, donc anglais, français, espagnol et coréen, parce que la portion présentielle du symposium se déroule en Corée. Donc, la session est enregistrée et elle va être diffusée sur YouTube dès demain. Et donc, je vous invite évidemment à aller voir la programmation complète du symposium parce qu'il y a plein d'autres séances et panels qui vont être proposés, qui sont gratuits. Donc, vous pouvez aller voir les autres qui ont lieu dans les prochains jours ou plus tard aujourd'hui dans la journée. Nous, on est réunis ici aujourd'hui pour une session sur les droits des personnes migrantes. Donc, on s'intéresse aux réalités et aux luttes actuelles des personnes qui ont un statut précaire ou qui n'ont aucun statut migratoire au Canada et au Québec. Donc, sachant que, enfin, je crois que les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui viennent d'une diversité de pays. Donc, on va s'assurer aussi de remettre un petit peu en contexte ce dont on parle, donc la situation telle qu'elle est au Canada. On va avoir des présentations qui sont faites par, nous allons être 3 personnes à vous présenter un peu le contenu. Et suite à ces présentations, d'une durée totale d'à peu près 30 minutes, il va y avoir le reste de la session qui va être disponible pour des échanges, des questions, des réflexions qu'on peut avoir sur ces luttes qui continuent d'être menées pour que les droits des personnes migrantes puissent être respectés. Donc, OK. Je vois ici, il y a des gens qui continuent d'arriver. Donc, je vais commencer tout de même. Puis, s'il y a d'autres questions par la suite, plus sur le déroulement de l'événement, on pourra peut-être y revenir. Donc, premièrement, je vais me présenter un peu mieux. Donc, moi, c'est Laurence Guénette. Je suis de la Ligue des droits et libertés. J'y assume la coordination, en fait. La Ligue des droits et libertés, c'est une organisation qui travaille depuis 1963 maintenant, donc ça fait 60 ans, à la promotion et la défense des droits humains, euh, principalement au Québec et parfois aussi dans des enjeux qui concernent plus vastement le Canada. Euh, on travaille depuis de nombreuses années en solidarité ou en appui à des mouvements pour le respect des droits des personnes migrantes aussi. Et dans les derniers mois, on a été en appui donc, il y a une coalition qui s'est créée au Québec et au Canada de groupes qui demandent à ce que les statuts migratoires des personnes migrantes soient régularisés. Donc, que les personnes puissent avoir une résidence permanente et un statut migratoire euh, formalisé, régularisé pour sortir de cette précarité migratoire dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, la Ligue des droits et libertés a été très active dans ce soutien, bien que le leadership de tout ce mouvement est assumé par d'autres groupes qu'on a la chance de pouvoir entendre aussi aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite vous dire qui sont les autres panélistes. Euh, donc, il s'agit, oui, c'est ça. D'abord, on va entendre Samira Jasmin, qui est du groupe Solidarité sans frontières. Donc, Solidarité sans frontières, elle va pouvoir nous le présenter, mais c'est un groupe qui fait de l'appui et de la défense collective aussi des droits des personnes migrantes. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que ça existe. Et dans la Solidarité sans frontières, c'est principalement des personnes migrantes qui ont un statut précaire ou qui ont eu un statut précaire par le passé qui sont impliqués dans cette lutte. Et ensuite, on va entendre Nina Gonzalez du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.
qui est une organisation également composée de beaucoup de personnes qui ont connu les situations, la précarité migratoire, et particulièrement dans un contexte de travail, et qui vont pouvoir aussi vous expliquer de quelle façon les conditions du travail pour les personnes migrantes et les permis de travail qu'on leur octroie mènent à des situations où les droits sont bafoués également. Et je voudrais souligner aussi, on compte sur la présence aussi de Cholki Yoon, qui est également du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et qui appuie beaucoup dans toute cette organisation, qui est aussi disponible pour peut-être fournir des compléments d'informations plus tard dans la session ou répondre à certaines questions. Donc, excusez, je vois. OK. Ensuite, peut-être, avant que je fasse ma présentation, j'aimerais savoir si tous les personnes qui sont en train d'utiliser la traduction, l'interprétation simultanée, si tout va bien là, du côté technique, si tout le monde est en mesure de comprendre ce qui se dit ou d'avoir accès aux traductions. Je ne sais pas, c'est pas moi qui s'occupe du côté plutôt technique. Bah, normalement, sur Zoom, il y a une application pour ceux qui veulent changer de langue. Donc, c'est à eux de l'activer. Ce serait là, c'est en français. Est-ce qu'il y a des personnes qui je ne Est-ce sais pas que comment. ça va être... Excuse-moi, Laurence. Est-ce que Oui. seulement c'est en français ou il y aura aussi les interventions en anglais? Seulement en français? C'est seulement en français, oui. Mais si vous voulez intervenir en anglais ou dans une autre langue, vous pouvez le faire. Ah non, 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 c'est seulement pour ma compréhension. Parce Ah, que je d'accord. comprends en français, pas anglais. Non, Pardon. c'est juste en français. OK, merci beaucoup. OK, tout semble bien aller. Je vais juste le dire peut-être en anglais. If anyone needs translation and has not been able to activate it on the Zoom, please let us know, just to make sure everybody's able to listen. Mais parfait. Donc, avant de passer la parole à Samira Jasmin et à Nina Gonzalez, mon intention, c'est de vous mettre un petit peu en contexte par rapport à ce qui se passe au Canada avec les personnes qui n'ont pas de statut migratoire ou qui ont un statut migratoire très précaire. Donc, on estime qu'il y a environ 500 000 immigrants et immigrantes qui sont sans papier ou sans statut migratoire à travers le pays. Donc, un demi-million, c'est-à-dire un demi-million de personnes sur quand même une population au Canada qui est, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais quelque part autour de 35 millions de personnes. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. C'est une proportion importante. Ce sont des gens qui sont là autour de nous. Ce sont des gens qui travaillent très fort, qui vivent toutes sortes de situations, mais qui sont jusqu'à un certain point très invisibilisés. Donc, c'est aussi de là la pertinence de parler de ces réalités et de ces luttes. Il y a quelqu'un qui m'écrit dans le chat qu'on est rendu à plutôt 40 millions de personnes au Canada. Donc, vous voyez, je n'étais pas très à jour dans mes données. Donc, considérez que c'est ça, on estime environ un demi-million de personnes sans statut dans ce pays d'environ 40 millions d'habitants. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que presque toutes les personnes qui se retrouvent sans statut ou sans papier au Canada, elles avaient auparavant une certaine forme de statut. Donc, soit une autorisation temporaire, comme un permis de travail temporaire, un permis d'études. Elles étaient demandeurs ou demandeuses d'asile, par exemple. Mais c'est à la suite de certains événements qu'elles tombent dans cette situation où elles perdent leur statut, elles tombent dans une situation où elles sont sans papier. Donc, ça peut être soit parce que ça a été impossible d'obtenir la résidence permanente ou encore que le gouvernement fédéral a refusé de renouveler un permis de travail, par exemple. Donc, c'est important de comprendre que les personnes sans statut, pour la majorité, elles avaient une certaine forme de statut au départ et elles se retrouvent dans cette situation d'être sans papier. Une fois qu'une personne se retrouve dans une telle situation au Canada, il y a vraiment une série de violations des droits humains qui s'ensuivent en raison de la précarité du statut migratoire. Donc,
d'une part, sans le statut de résidence permanente, il y a une série de services auxquels les personnes ne sont pas en mesure d'accéder. Donc, des services qui leur permettraient de réaliser leurs droits. Et il y a aussi un enjeu, les personnes se retrouvent dans des situations où leurs droits sont bafoués ou encore où il y a de l'exploitation, mais elles sont dans une situation de telle précarité qu'elles ne peuvent pas facilement demander de justice ou entamer des procédures pour obtenir réparation face aux situations d'abus qu'elles ont vécues. Donc, elles sont victimes aussi de beaucoup de discrimination en raison du statut migratoire et souvent cette discrimination évolue aussi dans un contexte où il y a du racisme qui se manifeste de différentes façons, tant au Québec qu'au Canada, et qui vient se conjuguer à cette précarité des statuts migratoires. Et aussi, là, on va avoir l'occasion d'en entendre parler aujourd'hui, mais se retrouve beaucoup dans des situations d'exploitation en termes de travail. Donc, les personnes sans statut évoluent dans différents milieux du travail au Canada et en raison de cette Oui, Karine, précarité-là, oui. de cette difficulté d'avoir... Excuse-moi, je suis comme devant une formation en ce moment. Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Donc, voilà, vous voyez, je vous fais un portrait très bref de la situation en sachant que Samira et Nina vont vraiment aussi nous expliquer quelle forme prennent toutes ces violations de droits humains. Mais là où je pense que la Ligue des droits et libertés, en fait, insiste beaucoup sur l'interdépendance des droits humains. Donc, pour nous, c'est très important de toujours mettre en lumière la façon dont un droit qui est violé a des effets, a des impacts et des conséquences négatives sur la réalisation de plusieurs autres droits humains chez la même personne qui subit cette situation. Et que, inversement, quand on permet la pleine réalisation d'un droit, par exemple le droit au logement, bien, ça aide aussi à faire avancer les autres droits. Donc, la situation des personnes sans statut est une situation qui est très parlante à cet égard de l'interdépendance des droits parce que la situation de précarité dans laquelle on place les gens en les privant d'un statut migratoire sécuritaire entraîne une série de violations de leurs droits humains qui, à leur tour, ont pour effet de faire reculer plusieurs autres de leurs droits. Donc, c'est vraiment, pour la Ligue des droits et libertés, c'est vraiment une des situations dont on n'a vraiment pas à être fier au Canada et sur laquelle on a vraiment besoin d'avancer par nos politiques migratoires et par la régularisation des personnes sans statut, notamment, vers un plein respect des droits des personnes migrantes. Une autre chose que je voudrais mentionner aussi, c'est que tous les droits humains sont universels. Donc ça fait très longtemps qu'on le dit. Vous savez, cette année, on va fêter le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui déjà consacrait le fait que les droits humains sont universels et que donc tous les êtres humains jouissent de ces droits humains du seul fait de l'humanité. Et ça, c'est indépendamment de leur statut ou de toute caractéristique particulière. Et ça a été, disons, réitéré et précisé par la suite, notamment dans le pacte de Marrakech ou le pacte mondial là, sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, que le statut migratoire ne prive pas une personne de ses droits humains et que les gouvernements, les États ont les obligations de respecter les droits des personnes, de les protéger et d'assurer des conditions qui permettent la mise en œuvre des droits humains de toutes les personnes qui sont présentes sur leur territoire. Donc, peu importe que la personne ait un statut précaire ou pas de statut migratoire du tout, les obligations en matière de droits humains, elles demeurent, elles sont là tout le temps. Donc, c'est aussi avec ces fondements-là que la Ligue aborde toutes ces questions en sachant que les gouvernements actuellement ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le respect des droits des personnes. Donc, maintenant, sans plus tarder, je passerai la parole à Samira Jasmin de Solidarité sans frontières, qui va nous parler un peu de son organisation, des situations dans lesquelles se retrouvent les personnes sans statut et tout ça. Donc,
Voilà, je te laisse présenter, Samira. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Laurence. Je me présente, Samira Jasmin, militante et porte-parole de la Solidarité sans frontières, qui est un réseau de lutte migrante actif à Montréal depuis 2003. Ses revendications principales sont un statut pour tous et toutes, non à la détention et la déportation, non à la double peine et ensemble pour bâtir une cité sans frontières. Nous luttons ensemble à cause de nos convictions et à cause des situations dont on se trouve. Nous ne sommes pas un organisme de soutien avec des personnes payées pour le faire, mais un groupe qui s'organise de nous-mêmes de façon autonome pour apporter une lutte politique pour la justice. Nos actions sont différentes, comme les manifestations. Les actions sont différentes. Premièrement, on est membre du grand réseau Migrant Rights Network, qui est un réseau pan-canadien. Ça veut dire que nos actions ne sont pas juste focusées à Montréal, mais partout au Canada. On a fait beaucoup de manifestations, de rassemblements, des veillées, des vigiles, des actions artistiques comme danse party, caravane de voitures devant le bureau des ministres. Aussi, la dernière qu'on a fait devant les centres de détention en solidarité avec les personnes en grève de faim. Des campagnes publiques pour arrêter les déportations. On a eu beaucoup de victoires, dont M. Roy, M. S. et M. Ismaël. C'est des exemples d'actions faites à l'extérieur. Aussi, on fait beaucoup d'actions à l'intérieur du réseau pour soutenir directement les personnes sans statut. Plusieurs comités, par exemple, l'Institut pour tous et toutes pour la régularisation, comité de soutien pour répondre aux demandes individuelles, apporter le soutien moral, surtout pour les personnes dont les pays ont subi la guerre, des tremblements de terre, etc. Fournir des informations, chercher des avocats, accompagner une personne à un médecin, comité de collecte de fonds pour les personnes qui sont plus vulnérables, essayer de leur trouver quoi manger, payer leurs factures, surtout avec la cherté de la vie. Ces dernières années, beaucoup d'organisations et syndicats se sont joints à cette grande lutte humaine et noble. Alors, on essaie de travailler ensemble pour mettre en exécution un programme de régularisation pour tous et toutes. En rentrant au Canada, presque tout le monde rentre avec un statut légal, mais on le perd quand on déboute toutes les procédures de l'immigration, comme les demandeurs d'asile et les réfugiés. Oui, le système de migration nous rejette. On le perd suite au coût excessif des études pour les étudiants étrangers, suite à l'expiration du visa pour les touristes, suite à l'exploitation et l'abus envers les travailleurs à domicile et ceux qui sont venus avec un permis de travail fermé. Et surtout, bien évidemment, quand on perd notre statut, on vit sans aucun droit légal, tel que d'avoir un toit qui nous abrite. On ne peut pas se soigner, ni travailler, ni circuler librement. Et surtout, vivre dignement devient impossible. On vit dans la peur d'être arrêté et déporté. Quand on est arrêté, on est détenu au centre de détention. Quand les personnes sont détenues, ça soulève beaucoup d'enjeux pour les personnes migrantes, dont le principal est la violation des droits fondamentaux de l'homme qui est la liberté. Ça engendre la séparation avec nos familles qui devient très grave quand on a des parents vulnérables et enfants en bas âge qui dépendent de nous. Plus la maltraitance au centre de détention, plus la santé mentale face à cette injustice et accusation grave juste pour avoir choisi de rester ici. La loi nous criminalise, mais nous n'avons rien fait de mal à personne. Même si la loi nous rend des criminels, nous réclamons notre humanité à part entière. On demande un programme de régularisation pour tous et toutes, un programme complet et large, avec une procédure claire, simple, gratuite, qu'il soit inclusif pour toute personne se trouvant au Canada, avec arrêt immédiat des déportations. On veut un programme de régularisation qui nous reconnaît en tant qu'être humain, un programme qui ne soit pas basé sur le fait qu'on a contribué à l'économie capitaliste, mais basé sur le fait qu'on est des êtres humains. Un programme qui est basé sur l'égalité et pas qui mérite d'être inclus comme être humain. On ne veut pas un programme comme celui des anges gardiens qui a exclu tout le monde, à part une minorité avec des conditions impossibles telles que contribuer à notre société québécoise, mais pas sur l'égalité. Le principal obstacle que nous rencontrons dans la lutte, c'est le silence du gouvernement face aux cris de détresse des personnes migrantes.
le silence de la société québécoise face aux situations de précarité des sans-statut, l'exploitation au travail subie sur les personnes à statut précaire qui ne peuvent pas dénoncer de peur d'être arrêtées, déportées, de l'injustice et de la discrimination, des politiques d'immigration strictes, des détentions qui continuent de se faire. C'est que nous avons eu du mal à faire de ce mouvement un mouvement de masse pour les travailleurs québécois, non migrants également. Depuis longtemps, la droite a pour stratégie d'utiliser les discours tels que les migrants volent nos emplois. Mais en réalité, lorsque nous nous battons pour ceux qui sont les plus vulnérables, cela nous aide tous à avoir des meilleures conditions de travail. Ce n'est pas seulement une question d'éthique pour exiger un statut pour tous sur une base humanitaire. Il s'agit aussi de s'assurer que tout le monde a accès à des conditions de vie dignes. C'est pourquoi notre combat a toujours été intersectionnel. Nous nous battons pour des travailleurs, pour le logement pour tous, pour les meilleurs soins de santé, contre le séisme, etc. On veut un programme de régularisation pour tous et toutes. Merci. Merci, Samira. Je pourrais passer la parole tout de suite à Nina, mais ensuite, j'aurais quelques questions pour Samira et Nina sur lesquelles j'aimerais vous entendre davantage, si vous êtes d'accord. Donc, merci beaucoup, Samira. Et Nina, je te passe la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Nina González. Je suis membre de CTTI. C'est le Centre de travailleurs et travailleuses immigrants. C'était fondé en 2000. Depuis, le centre se bat pour protéger les personnes migrantes, immigrantes et racisées, particulièrement liées à leurs droits du travail. Mais le régime de travail migrant, depuis 2018, le nombre de personnes qui rentrent au Canada chaque année avait un statut temporaire a dépassé le nombre de personnes admises chaque année comme résidence permanente. Ce cas s'est grandi qu'au cours des 15 dernières années, le régime de travail migrant au Canada s'est fait très complexe. Et pour faire comprendre mieux à toutes les personnes, c'est qu'ici au Canada, il y avait deux catégories de programmes de travailleurs immigrants, de travailleurs étrangers temporaires et programmes de mobilité internationale. Mais aussi les demandeurs et demandeuses d'asile qui travaillent avec un permis de travail en attendant les résultats de leur demande d'asile. Ainsi aussi des étudiants internationaux qui travaillent en même temps qu'ils font ces études. Ça, c'est déjà très lourd pour les immigrants. Et toutes les personnes qui travaillent au Canada avec un statut temporaire ils sont face des contraintes meilleures et se trouvent vulnérables vis-à-vis des employeurs. Il y avait des agents d'emplacement et agents de recrutement parce que leur accès à los emplois de bonnes conditions se limitait à cause de son statut, non? Évidemment, les étudiants, les demandeurs d'asile, c'est vraiment très cruel la manière comme ils sont vulnérables à cette violation des droits. Parce que à rapport de pas accès à la bonne condition de travail, mais ça s'est limité et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas bien le système de protection, mais il y avait plusieurs qui connaissent un tout petit peu la langue juste pour se développer dans ce milieu de travail. Ça, c'est aussi une limite, mais aussi il y avait un autre grand nombre qui voulaient rester au Canada et finalement avaient un statut permanent. Et aussi, il y avait plusieurs entre eux qu'il y avait aussi toujours la peur de perdre les chances d'obtenir la résidence. Ça, c'est que fait créer un panorama vraiment
difficile pour les travailleurs et finalement, ça s'est généralisé et ça s'est empire tout le silence que les travailleurs il a eu et il garde le silence parce qu'il y avait beaucoup peur de dénoncer les abus. Mais aussi, il y avait aussi dénoté qu'il y avait du problème avec les permis de travail au Canada. Il y avait un permis de travail qui se fermait, il y avait un permis de travail ouvert. Et les titulaires de permis de travail fermé, que c'est le pire, ils ne peuvent pas travailler ailleurs que les lieux désignés dans leur permis de travail. Ça veut dire qu'ils sont attachés à son employeur. Et ça développe aussi beaucoup d'injustice. Et aussi, les titulaires et pour chaque employeur, c'est difficile d'obtenir un nouveau pour chaque emploi. Mais s'il y avait une personne qui vient avec son permis de travail fermé, pour eux, c'est difficile d'avoir un nouveau permis de travail. Aussi, ça, c'est un processus qui prend au minimum 5 mois. Dans ce contexte, c'est inévitable la dépendance de son employeur et retenir son statut temporal également pour obtenir la résidence permanente. Aussi, il y avait une excessive dépendance à la volonté de son employeur et numereux abus qu'on peut les nommer brutaux. Et c'est cruel, c'est inacceptable et c'est déjà documenté au centre. Il y avait chaque semaine des cas de travailleurs que c'est vraiment épouvantable, si je me permets. Et aussi, dernièrement, je ne sais pas si j'ai le temps, si je peux continuer, Laurent, c'est bon? Ça va aller? OK. Mais récemment, il y avait aussi on a eu un rapport spécial des Nations Unies que ça a mené une enquête au Canada et se conclut que le régime de travail au Canada sur les permis de travail fermés rend à les personnes migrantes exposées à forme d'esclavage moderne. Je suis désolée, mais c'est déjà noté pour le rapport des Nations Unies et c'est vraiment, ça c'est le mot, c'est l'esclavage moderne au Canada. Et aussi, il faudrait noter qu'il y avait, d'ailleurs, il y avait des titulaires de permis de travail fermés qui pouvaient être facilement personnes en statut migratoire. Mais aussi, je vais prendre aussi l'autre point que dans la CTTI, il y avait aussi un comité de femmes. Et nous avons, moi aussi, je suis membre, nous avons créé, on a fait un mémoire en 2019 représentant les expériences des femmes sans statut migratoire ou dans un statut migratoire précaire. Et ce document c'est vraiment particulièrement exposé l'harcèlement psychologique et sexuel dans les lieux de travail. C'est ça. Mais aussi pour nous, c'est spécifiquement les choses qu'on fait, notre action, c'est que présentement, on était impliqué à plusieurs campagnes et aussi c'est compris aussi la campagne pour la régularisation et aussi la campagne pour l'abolition des permis de travail fermé. On organise des actions variées, comme par exemple le regroupement de personnes migrantes, aussi la mise en place d'un programme d'éducation visant à croire leur capacité d'action et de mobilisation de ces personnes dans l'espace public, en collaboration avec des alliés et des actions juridiques et politiques visant la protection de la population et les changements politiques.
Justement, ce week-end dernier, on a réalisé une mobilisation dans 3 villes de Québec pour la régularisation. Ce que notre revendication, c'est plusieurs, mais concernant à la migration, les 3 revendications sont de mettre en place un programme véritablement inclusif, comme c'est déjà mentionné pour Samira, inclusif visant la régularisation des personnes sans statut migratoire, et ça, c'est en plus de lait. Arrêter la détention et la déportation de personnes pour l'absence d'un statut migratoire et abolir le permis de travail fermé. Autrement dit, un permis de travail associé à un employeur unique. C'est ça, c'est comme j'essayais de passer à travers ça pour me faire bien me comprendre, mais voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Nina. Merci. Je vais te partager dans le chat, dans la boîte de discussion, quelques liens. Donc, je vous invite à copier-coller ailleurs si vous voulez pouvoir les conserver puis les consulter après la session. Donc, le premier, j'ai écrit esclavage moderne. Ça se trouve être le communiqué dont Nina nous parlait, qui a dénoncé ce système de permis de travail fermé au Canada pas plus tard qu'en septembre. Donc, ça fait juste quelques semaines. Et ensuite, j'ai mis les sites web de nos 3 organisations qui sont représentées ici aujourd'hui. Donc, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, Solidarité sans frontières et la Ligue des droits et libertés. J'aimerais relancer, j'ai vu une main se lever là, dans le public. J'aimerais relancer une petite question à Samira et Nina et compléter notre présentation. Peut-être qu'on en aurait encore pour 10 minutes, pas plus. Puis après ça, il va nous rester peut-être, c'est ça, une vingtaine de minutes pour les échanges, si ça vous convient. Donc, Nina l'a mentionné et Samira aussi l'a mentionné tout à l'heure qu'au Canada, les personnes migrantes sont souvent détenues pour des simples raisons administratives ou en raison de leur statut migratoire et non en raison d'un crime qu'elles auraient commis, par exemple. Donc, c'est vraiment un enjeu sur lequel c'est un enjeu très grave également au Canada. Notamment, c'est particulier que le Canada s'applaudit beaucoup en matière de droits humains sur la scène internationale, mais le traitement qui est réservé aux personnes migrantes est complètement contradictoire avec cette perspective des droits humains. Et la détention des personnes migrantes, c'est un système discriminatoire et qui engendre beaucoup de souffrance pour les personnes qui sont détenues. Donc, il y avait un rapport qui a été fait, une campagne par Amnesty International, appuyée par d'autres organisations, qui notait qu'il y avait au moins 17 personnes demandeuses d'asile et migrantes qui ont perdu la vie en détention depuis 2000 au Canada, donc au cours de à peu près les 20 dernières années. Et donc là, je vous parle des personnes qui ont perdu la vie, mais c'est sans compter la souffrance des personnes. J'aimerais, Samira, si tu pouvais nous expliquer peut-être un petit peu plus la grève de la faim. En fait, il y a eu une grève de la faim récemment dans un centre de détention de personnes migrantes. Puis je sais qu'il y a eu d'autres grèves de la faim aussi dans les dernières années. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots aussi au sujet de ce que subissent les personnes incarcérées pour des raisons migratoires, puis de cette grève de la faim? Merci beaucoup, Laurence. Alors, pour les détenus, la plupart d'eux, ils font la grève de la faim parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Ils n'ont pas le droit d'appeler pour chercher un avocat ou ils sont en train d'être déportés. Alors, ils font ça. La dernière dimanche passé, je suis partie à le centre de détention et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait la grève de faim en premier parce que l'agent frontalier, il était rapporté de Toronto à Montréal, au centre de détention de Laval, et on a perdu son dossier médical. Il avait besoin d'une rééducation. Le médecin ne voulait pas le toucher parce qu'il n'avait pas de dossier médical. Alors, il était tellement frustré qu'il a commencé à faire une grève de faim. Ils souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont aucun moyen. Ils ont confisqué leur droit le plus fondamental, c'est la liberté. Alors, ils n'ont pas le droit à rien là-bas. C'est ça.
Si Nina veut rajouter quelque chose, alors Oui, bien sûr. Dans notre comité de femmes au CTI, il y avait deux cas de deux camarades qui sont décédés. Et ils sont évidemment sans statut, en statut précaire. Mais la dernière, elle était, à cause de sans statut migratoire, elle a eu des accidents de travail. Par la suite, ça a commencé, il a eu deux accidents de travail et pendant la pandémie, elle a vraiment été, sa santé, ça commence à être pire. Elle commence vraiment des besoins de soins de santé. Et malheureusement, à cause de son état de santé, elle était retournée au Mexique. Et pendant la pandémie, il n'y avait pas d'accès au vol normal, on est déjà connu. Et finalement, quelqu'un qui c'est des centres de travailleurs, elle était allée à l'aéroport et finalement, elle a trouvé un vol charter. Seulement les vols qui sont acceptés au Canada, précisément des travailleurs agricoles, parce que on ne peut pas oublier l'importance des travailleurs immigrants ici. Et c'est ça dans ce vol qu'il était voyagé depuis des années qu'il était ici au Canada sans statut. Elle était malheureusement décédée au Mexique. Ça, c'est que ça démontre, et c'est difficile pour nous encore de mentionner, mais c'est la réalité que les personnes sans statut, et en plus de l'estress, l'angoisse et les difficultés dans la société, en plus, il y avait aussi quand il y avait des choses qui touchent directement la santé physique, parce qu'il y avait aussi la santé mentale, que ça c'est une autre chose très importante à toucher, mais malheureusement, notre camarade et l'autre madame aussi, elle a eu un cancer de maman. Et elle n'a pas besoin, elle n'a pas le droit d'aller se faire soigner, d'avoir un suivi médical. Et finalement, elle était aussi décédée, malheureusement. Et aux dernières minutes, elle était aussi pris un vol pour rentrer chez elle. Elle était décédée dans un hébergement parce qu'elle n'a pas de famille et elle était décédée seule pour personnes qui viennent d'avoir un bon corps. Et c'est ça, son décès aussi, c'est que c'est triste et c'est cruel, mais c'est la vérité. Merci, Merci. Samira et Nina. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets, en fait, de ce que les personnes peuvent vivre, puis des conséquences que cette détention, cette privation des droits peut avoir aussi, qui peuvent être d'une grande gravité. Donc, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat et il y avait une main levée tantôt. Donc, peut-être que je ferai juste un petit mot pour conclure et ensuite, on pourrait vraiment ouvrir la période d'échange et de questions si vous avez des questions. Donc, je voulais simplement conclure. Samira et Nina en ont parlé aussi, que toute cet enjeu actuellement, que les luttes que l'on fait pour assurer la dignité puis le respect des droits des personnes migrantes ne soient pas complètement fondées sur les besoins du système capitaliste. Et aussi, toute la souffrance des travailleurs et travailleuses migrants, par exemple, est très liée aussi aux besoins capitalistes, du système capitalisme qui engendre l'exploitation notamment. Et on avait un conférencier, François Crépeau, dans une conférence qu'on a organisée en février dernier, qui lui nous parlait de la précarité construite. Donc, de cette perspective nous amène à voir, en fait, le concept de précarité construite nous amène à considérer que les personnes migrantes sont placées dans une précarité qui est fabriquée de toutes pièces par les gouvernements à travers leur politique migratoire, à travers
la permission qu'il donne à ces permis à employeurs uniques d'exister et à travers la détention des personnes migrantes notamment. Et puis, il nous rappelait aussi, je trouve ça intéressant de le mentionner dans le contexte de cette conversation, que les personnes sans statut, donc le demi-million de personnes sans statut, ne sont pas représentées politiquement. Elles n'ont pas le droit de vote, elles ne peuvent pas participer au processus politique, notamment celui qui serait de définir un peu quelles décisions migratoires on devrait prendre collectivement, etc. Donc, je crois que Samira, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste pour ajouter que le Premier ministre Justin Trudeau a mandaté l'ex-ministre de l'Immigration, Sean Fraser, de trouver une solution pour les près de 500 000 personnes sans papier au Canada depuis décembre 2021. Et ça fait presque 2 ans qu'on attend, il n'y a rien. L'attente est longue et franchement, on aimerait bien que la société québécoise intervienne et soutienne les personnes sans statut pour ça. Merci. Oui, merci Samira. Donc, si vous voulez suivre toutes les mobilisations qui se passent depuis maintenant, c'est ça, 2 ans et qui se multiplient là, pour exiger que le programme de régularisation soit annoncé, déployé, qu'il soit inclusif et qui s'applique à toutes les personnes concernées. Vous pouvez suivre les sites web des organisations qui sont représentées aujourd'hui notamment et vous solidariser en fait de cette lutte. J'ai vu qu'il y a une question. Oui, Nina? Si juste peux ajouter aussi, c'est que c'est important de voir que c'est difficile d'avoir une confiance de la société en général à cause de que les personnes sans statut et dans un statut précaire, c'est marginalisé et c'est hyper important de développer la confiance de la société pour avoir un appui pour notre enjeu. Ainsi, c'est que pour les dernières actions qu'on a fait ce week-end passé, et malgré toute la situation, on a réussi à avoir l'appui, mais c'est difficile parce que si c'est une personne sans statut et dans un statut vulnérable, c'est vraiment difficile d'aller, venir, mais c'est important l'appui de la société et d'avoir confiance et de dénoncer parce que parfois, quand on fait moi-même, je t'ai partagé les situations et tout ça, il y avait beaucoup de personnes qui sont touchées à la réalité. C'est comme une isolation à cause de la marginalité. C'est important d'avoir et créer ce lien de confiance entre les personnes sans statut et remarquer encore autrefois que les personnes sans statut, ce n'est pas des criminels. C'est des personnes qui sont venues ici à cause de toutes les problématiques qu'il y avait dans notre société, mais on n'était pas des criminels. Et ça, c'est important de commencer de passer les mots et de voir les personnes sans statut et dans un statut précaire d'une autre manière. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Nina, d'ajouter ça, c'est important. Je voulais juste dire la question qui a été soumise par Stéphanie Bélanger dans le chat, qui concerne l'arrêt Godoy-Enriquez. Moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. C'est certain que les permis de travail fermés, en tout cas, ça existe encore. Donc, est-ce que la décision à l'arrêt à laquelle on réfère, je ne sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse à fournir. Sinon, je pourrais vous proposer de nous écrire un courriel, puis on peut essayer de trouver une explication pour traiter de cette question à un autre moment. Donc, si quelqu'un a de l'information en lien avec cette question-là. Tcholki? Oui, donc très brièvement, donc en fait, malgré ces cas, mais aussi il y avait plusieurs cas, donc, plusieurs jurisprudences, mais en fait, il y avait certaines mesures mises en place par le gouvernement fédéral et aussi provincial pour améliorer la protection des personnes migrantes avec un statut temporaire ou sans statut, pas sans statut, plutôt avec statut temporaire, mais en réalité, il n'y avait pas d'amélioration de la situation. Surtout, de plus en plus, il y a plus de personnes, donc la croissance du nombre de personnes qui
entre au Canada avec un statut temporaire, précaire, et il n'y avait pas de réelle amélioration. Et le permis de travail fermé, ça existe toujours et utilisé très largement. Merci beaucoup, Cholki. Il y a aussi Saïd Youkil, je crois, vous aviez levé la main tout à l'heure, donc je n'ai pas oublié, je pourrais vous passer la parole si vous avez une question ou un commentaire. Oui, voilà. OK. Oui, ma question, c'est pour vous trois, enfin pour Samira et pour Laurence et pour Mina. Ma question ici, est-ce que vous avez une idée enfin du nombre d'immigrants reçus économiques enfin, en 2022 et 2023 du côté enfin de l'Afrique et du Moyen-Orient et du côté aussi de l'Amérique centrale? Avez-vous une idée? Nombre d'immigrants sans statut et les immigrants économiques. Alors, je m'adresse à Samira et peut-être à Mina pour me donner l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Si vous avez une idée. Moi, j'ai aucune idée, franchement. Je ne sais pas si Nina ou Laurence. Moi, vraiment, j'ai aucune idée. Économique, par exemple, en commençant. Est-ce que vous avez une idée? Oui, allez-y, go. Mais les problèmes spécifiquement avec les personnes sans statut, c'est que les personnes, il faut être isolées. Ça veut dire que c'est caché, les personnes ne peuvent pas, mais les gouvernements, parfois, ils menacent les chiffres, mais c'est pas, je pense que c'est plus que ça. Mais je pense seulement à googler parce que vraiment, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que moi-même, je suis surprendue vraiment de la quantité de personnes qui sont installées ici à Montréal sans statut. Ça me touche énormément. Je pense que c'est seulement quand on tombe dans ces trucs, c'est comme on pense qu'on était les seuls, mais quand par ailleurs, à travers les centres et tous les contacts et de solidarité, on réalise que c'est vraiment une quantité incroyable de personnes sans statut qui sont installés ici et évidemment des travailleurs qui sont perdus leur statut et ça c'est juste ça mon point, je ne peux pas donner des chiffres exacts, désolé, mais c'est le panorama que je voyais, que j'ai vécu aussi. Et puis, j'ajouterais que les chiffres officiels sur les personnes qui sont admises avec un permis de travail et tout ça sont sans aucun doute disponibles. Surtout qu'il y a eu récemment là, beaucoup d'actualités sur le sujet, des consultations sur les cibles d'immigration au Québec, toutes sortes de choses comme ça. Donc, ces chiffres sont sans doute disponibles. Moi non plus, je ne les ai pas en tête. Mais que comme Nina disait, c'est que les chiffres sur les personnes sans statut sont difficiles à obtenir. C'est quelque chose qui est caché. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres mais personnes aussi, qui auraient... Oui, pardon. excuse-moi, pour ajouter aussi, il y avait, à cause de ces problématiques de permis fermé, qu'est-ce qui se passe? Le travailleur arrive ici avec son permis de travail fermé, ça veut dire que lui était, son patron tient comme le pouvoir sur eux. C'est ça le problème de le permis de travail fermé. Ça veut dire que quand on commence, parce qu'il y avait, je connais plusieurs personnes qui sont touchées à ça, de l'Afrique, de Centroamérique, qui sont venus ici avec un permis fermé et avec toutes les violations des droits. Spécifiquement, il y avait une caméra qui était venue de l'Afrique. Elle a passé dans la ferme du A comme kidnappée. Elle a tombé malade. Elle ne savait pas qu'elle était au Canada. Son histoire, c'est vraiment très touchante. Mais finalement, quelqu'un lui a dit, est-ce que tu voulais fuir d'ici? Elle dit oui, parce qu'elle était tombée malade. Il malgré sa situation et tout ça, son employeur voulait qu'il continue à travailler. Alors, elle a quitté, elle a fui la ferme et ça, c'est pas un cas isolé. Plusieurs de travailleurs agricoles avec son permis de travail fermé sont fuis de son travail. À ce moment-là, ils tombent sans statut. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une statistique concrète
y savoir, mais on sait que ces derniers mois au centre, c'est vraiment incroyable la quantité de travailleurs qui arrivent avec ces problématiques de travail fermé, de permis de travail fermé. Alors, c'est la réalité, c'est juste la semaine passée, c'est débordé les centres et tout c'est relié à tous ces permis de travail fermés. C'est que si on voit ce Mais panorama, c'est vraiment tu n'as pas d'un chiffre, difficile. enfin une fourchette à peu près là pour enfin 2022 par exemple, Amina? Non, moi Non, non, je ne une sais pas, fourchette. peut-être Cholki. Oui, donc en fait, il y a des données sur la personne qui entre avec une permis de travail, mais ça dépend de la catégorie et de différents programmes. Mais en fait, je n'ai pas de chiffres dans ma tête pour le moment. En ce qui concerne le nombre de personnes sans statut, donc il n'y a pas de données. Donc en fait, il y a un seul chiffre qui circule dans les médias, c'est 500 000 personnes à travers le Canada, mais ce chiffre a été présenté par la Gendarmerie royale du Canada il y a 17 ans. Et c'était juste une estimation. Et ça, c'est sûr, il y avait une croissance. Et personne ne sait le chiffre exact parce que le gouvernement Canada ne compte pas la sortie de chaque personne et il n'y a pas de chiffre exact sur les sans-papiers. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes aimeraient poser des questions ou formuler des commentaires? En attendant qu'on ait peut-être d'autres questions ou commentaires, je voulais partager aussi une autre cause qui est complètement reliée à tout ce dont on parle. C'est qu'ici, dans la province du Québec, les personnes demandeuses d'asile, et évidemment, les personnes qui n'ont aucun statut, c'est leur cas aussi, là, mais les personnes demandeuses d'asile n'ont pas accès aux services de garde subventionnés. Et donc, il y a aussi une mobilisation qui se passe depuis plusieurs années pour demander que les personnes demandeuses d'asile puissent aussi envoyer leurs enfants dans un service de garde subventionné. Et c'est un enjeu très important parce qu'imaginez une femme demandeuse d'asile qui est en charge de 1 ou 2 enfants en bas âge. Et là, elle serait censée travailler pour subvenir à leurs besoins. Elle serait censée en même temps apprendre le français, mais tout ça, en n'ayant pas accès à une garderie à un coût abordable, ça met les personnes aussi dans une situation vraiment de marginalisation puis d'isolement. Puis aussi, ça met les enfants dans une situation où ils ont moins d'occasions d'apprendre, de socialiser avec d'autres enfants de leur âge, etc. Et donc, la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que c'est une de ces luttes aussi qui se déroule depuis des années et que pour les personnes qui seraient peut-être plus présentes au Québec, il y a bientôt une audience qui va avoir lieu. Donc, je vais vous envoyer le lien également d'un événement Facebook pour les personnes qui seraient peut-être intéressées à suivre cette audience devant les tribunaux, parce que c'est une cause qui a été portée devant les tribunaux. Et l'audience va avoir lieu le 2 novembre prochain, donc la semaine prochaine. Donc, excusez-moi, le lien est très, très long. Je ne sais pas pourquoi. C'est le lien, l'événement Facebook de l'audience. Et puis, effectivement, Rosaline Salois, juste avant, a fait circuler la pétition qui est la lettre ouverte, pardon, qui est en circulation actuellement pour demander que cet accès aux services de garde subventionnés soit permis, en fait, aux personnes demandeuses d'asile. Je vois une main levée ici, donc Madame Jeanne Blain. Oui, est-ce que vous m'entendez? Super. J'avais une question concernant la fermeture. Si on avait la possibilité de fermer justement ces permis de travail fermés, est-ce qu'il y aurait des risques pour les personnes? Parce que des histoires que j'entends que beaucoup de personnes sont employées aussi au Québec et au Canada sous ce permis parce que ça donne à l'employeur une sûreté que la personne va rester avec eux pendant 2-3 ans. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a un risque que ces personnes-là ne trouvent plus de travail à la suite de ça ou aient plus de difficultés? Ou est-ce que, du coup, ce serait
ne pas fermer les permis fermés, mais de les échanger contre des permis où ils pourraient changer d'employeur, ou ce serait par exemple un rôle particulier, mais qui pourrait changer, ou comment est-ce qu'il y aurait des impacts qui pourraient être possibles de cette fermeture-là? Tu m'entends? Oui, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Oui, mais le problème avec, oui, bien sûr, les choses que vous venez de mentionner, c'est vrai que comment les personnes sont liées, c'est attaché à son permis de travail, c'est comment non. Parfois, il y avait beaucoup de cas que les travailleurs ils restent en silence parce que, bien sûr, l'employeur il peut interdire son nom sur les listes pour que lui ne peut pas embaucher pour une autre compagnie ou faire changer de compagnie ou faire quelque chose, c'est que lui tient aussi ses pouvoirs de l'interdire. Ça veut dire que les personnes ne peuvent pas venir à travailler avec une autre compagnie. C'est ça les choses qui sont très graves à cause de ce permis de travail fermé. C'est pour ça que c'est très bien mentionné par la ONU. C'est l'esclavage moderne. Si on fait notre cours d'histoire, c'est le féodalisme et les esclaves. C'est comme ça. C'est que c'est la propriété, vous ne pouvez pas faire rien, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on se permet de dire et qu'on dénonce que c'est l'esclavage moderne, les permis de travail fermés. Mais je ne sais pas si qui voulait ajouter autre chose. Donc, justement, le permis ouvert ne règle pas tous les problèmes, mais en fait, bloquer certains abus excessifs qu'on constate à ces jours-ci. Parce que donc, avoir un permis de travail et expiration de ce permis de travail, cela ne signifie pas seulement la perte d'emploi, mais aussi son droit de rester ici. Ça apporte un résultat énorme. Donc, au moins un permis ouvert, malgré certaines limites, veut aider à protéger ces personnes, les droits de ces personnes. Merci. Donc, il reste seulement 4 minutes à notre session. Donc, si quelqu'un aurait peut-être une dernière question ou un petit mot de la fin qu'il souhaite proposer, là. Moi, je D'accord, vais ajouter parfait. aussi que malgré tous ces obstacles, on continue à lutter ensemble et de bâtir notre rapport de force collective. Nous allons continuer nos luttes avec la population migrante, mais aussi de notre alliés de tous divers horizons. Merci. Moi aussi, je voudrais rajouter juste que l'union fait la force, alors ensemble, on va y arriver. La lutte continue pour chacun de nous, et puis c'est une lutte noble et humaine pour toutes les personnes. On veut avoir nos droits comme tous les autres. On n'est pas des criminels, on est juste des êtres humains. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces mots de la fin, Nina Gonzalez, Samira Jasmin. Merci d'avoir participé à ce panel avec nous. Et donc, moi, depuis la perspective que je ne suis pas une personne qui a vécu un parcours de migration puis de cette précarité d'un statut migratoire, j'ajouterais que pour la société québécoise et canadienne, c'est essentiel d'être capable de se solidariser et d'agir pour aller vers un respect des droits humains de ces personnes-là. C'est comme au fondement essentiel de ce qu'on devrait être en train de faire à titre de société, de ne pas supporter les yeux fermés ou sans s'en préoccuper que des personnes qui sont dans nos environnements subissent des conditions de vie pareilles. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à visiter les sites web là, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et de Solidarité sans frontières pour mieux comprendre tous leurs travaux aussi et les services qu'ils offrent à des personnes.
Donc, merci beaucoup à tous. Puis merci aussi à Patrick Minko de la chaire de l'UNESCO qui nous a invités à organiser ce panel aujourd'hui. Donc, c'est très apprécié. Merci Laurence. Alors, bonne journée tout le monde. Merci beaucoup.